Salut tout le monde, on se retrouve non pas pour une vidéo mais pour une série de vidéos parce que comme je vous l'avais proposé assez récemment sur la chaîne, je voulais voir avec vous si ça vous intéressait d'avoir une série de vidéos mises à jour pour qu'on revoie tous ensemble, qu'on redécouvre ma collection de mangas, de gekiga, de manhwa, etc. Tout ça remis au goût du jour puisque la dernière fois que j'avais fait ce genre de vidéo, ça remonte à plusieurs années déjà, donc vous imaginez bien que la collection a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Alors je vais découper ça en plusieurs vidéos bien évidemment parce que sinon ça serait beaucoup trop long, trop chiant à regarder. Et avant de me lancer, je vais faire quelques petites précisions. Tout d'abord, plusieurs personnes m'avaient demandé, quand j'avais évoqué l'idée de faire cette série de vidéos, que ça serait intéressant de vous dire, de vous expliquer pourquoi je me suis séparé de certains titres et lesquels. Alors lesquels, je suis désolé mais je ne peux absolument pas m'en souvenir vu que ma collection a commencé il y a très longtemps et que la dernière vidéo Mangatech remonte à plusieurs années, donc je peux vraiment pas me souvenir de tous les titres que j'avais à l'époque et que je n'ai plus aujourd'hui. Par contre, pour ce qui est de la question de la raison pour laquelle je me sépare en général de titres, là oui, je peux vous en dire deux mots. Alors c'est pas sorcier, hein, bien évidemment. Je peux me séparer de titres tout simplement pour des questions de budget, des questions de place, des questions de goût, des questions de relecture. C'est-à-dire que évidemment j'ai pas une place infinie, donc quand les étagères sont pleines, eh ben on fait le tour des meubles et on est un peu obligé de se faire violence, c'est-à-dire on tombe sur des mangas qu'on n'a pas forcément beaucoup appréciés et donc on sait qu'a priori on les relira jamais, donc eh ben ça devient un peu des choses qui prennent de la place et qui prennent de la poussière sur les étagères. Faut faire le choix de se dire bon ben je vais essayer de les revendre et puis avec l'argent que je vais récupérer, m'acheter des titres qui m'intéressent davantage, et puis ça va libérer de la place, et puis ça va pas faire en sorte que mon banquier va venir me pourchasser avec un lance-flamme dans la rue. Alors je sais que ça fait toujours de la peine, ça fait toujours mal au cœur de se séparer de mangas et autres, mais bon, enfin voilà, je pense comme la plupart d'entre vous, on n'a pas non plus, voilà, on n'a pas un budget illimité et on est vraiment obligé de faire des choix. Et bien sûr que dans l'absolu, j'aurais voulu pouvoir garder tous les mangas que j'ai un jour eu en ma possession, mais malheureusement, c'est le jeu, voilà, il faut faire des choix, il faut faire des sacrifices. Tout ça pour dire que je ne pourrais donc pas vous dire ah oui, j'avais ce manga-là, je ne l'ai plus aujourd'hui et voici la raison. Non, ça c'est les raisons globales, générales. Pour ce qui est de la division dans cette série de vidéos Mangatech 2021, voire 2022, je vais essayer de faire en sorte que ce soit tout simplement dans l'ordre de la bibliothèque. Ma bibliothèque, elle est divisée en trois parties. De gauche à droite, en fait, vous avez, alors tout est par ordre alphabétique, mais vous avez quand même trois divisions au sein de cet ordre. Vous avez au début tous les mangas au format poche, ou qui s'en rapprochent le plus, donc pour que ce soit visuellement plaisant. La deuxième partie, ça reprend par ordre alphabétique, mais cette fois ce sont tous les grands formats ou les one-shots, c'est-à-dire tout ce qui ne tombe pas justement dans la catégorie format poche. Et ensuite la troisième partie de la bibliothèque, c'est la pile à lire. Alors la pile à lire, je vous la montrerai quand même si bien évidemment, vous vous en doutez, je ne pourrais pas vous dire grand-chose sur les livres qui en font partie, puisque par définition, je ne les ai pas encore lus. Donc, pour cette première vidéo, je vais rapprocher l'appareil photo de la bibliothèque, et puis on va donc commencer par tous les mangas au format poche, par la lettre A, bien évidemment. Alors, nous voici donc tout en haut à gauche de la Mangatech, et donc comme je disais, donc c'est par ordre alphabétique et ce sont les formats poche. Alors sans plus attendre, on a ici Abara en 2 tomes, qui est un manga de Tsutomu Nihei, que vous connaissez bien j'imagine, donc c'est l'auteur de Blame entre autres. Donc on retrouve le style typique de Tsutomu Nihei, donc de cyberpunk, très noir. Voilà, donc c'est particulier et ça s'adresse forcément aux fans de l'auteur, hein, de cyberpunk. Si vous avez aimé Blame, je pense que vous aimerez Abara.
Je me trompe peut-être, mais il me semble que Abara est peut-être un préquel à Blame. J'ai ce vague souvenir, je l'ai lu il y a longtemps, donc je m'en souviens plus trop. Voilà, mais bon voilà, c'est du Tsutomu Nihei, c'est pour les amateurs de cet auteur. Ensuite, on a les tomes 1, 2, 3 de Adam, l'ultime robot, qui est donc un manga que je vous avais présenté sur la chaîne. Il me manque le tome 4, je crois. Voilà. Il fait la mise au point, Jackie, ou pas là? Ouais. Bon voilà, Adam l'ultime robot, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un manga de science-fiction, d'anticipation, qui reprend un petit peu, comment dire, l'idée de Astro le petit robot. Enfin, faut le dire vite, mais on va dire ça. Moi, à la lecture, ça m'a beaucoup fait penser à Evangelion. Donc c'est sympathique. Mais comme je le disais, il me manque le tome 4, mais pour l'instant j'ai les 3 premiers tomes et ça se lit plutôt bien si vous êtes fan de SF. C'est très propre au niveau du dessin, notamment comme vous avez pu le voir. L'affaire Sugaya. Je ne sais pas si mon appareil ne fait pas la mise au point depuis tout à l'heure. L'affaire Sugaya, qui est un manga en un seul volume, qui raconte une histoire vraie d'un homme qui a été accusé d'un meurtre à tort. Donc il n'avait pas commis ce meurtre, ou ces crimes, je ne sais plus. Mais en fait, il a été quand même emprisonné pendant de très très longues années. Et puis, donc ça, c'est un manga en fait qui raconte l'histoire, cette histoire vraie d'homme accusé à tort. Donc c'est très sympathique si vous aimez les histoires vraies, les enquêtes un peu policières. Ça parle beaucoup du monde journalistique justement, puisque ce sont des journalistes qui vont plus ou moins découvrir que cet homme est en réalité innocent et qui vont essayer donc de le prouver en essayant de refaire l'enquête que la police avait faite des années auparavant. Alive de Tsutomu Takahashi. Tsutomu Takahashi qui est un auteur très sympathique, auteur entre autres de Détonation et de beaucoup d'autres mangas qui ont été traduits chez nous. Alors Tsutomu Takahashi, Noin, ça me revient maintenant à l'esprit, c'est aussi l'auteur de Noin. Tsutomu Takahashi, c'est un auteur-dessinateur qui est connu pour avoir ce dessin très vif, très acéré, très brut. Il a vraiment une patte graphique immédiatement reconnaissable. Normalement, dès que vous voyez un dessin de Takahashi, vous êtes censé pouvoir l'identifier. Voilà, donc Alive, petit one-shot, un peu fantastique sur les bords. D'un homme, je crois que c'est un condamné à mort ou un détenu, un prisonnier à qui on va faire subir une expérience plus ou moins scientifique, plus ou moins paranormale. Bon, je l'ai lu il y a très très longtemps, donc mon souvenir est assez flou, mais il est malgré tout positif. Un petit coffret avec 3 kilos de poussière dessus. Et les cheveux en bataille. L'intégrale de All You Need Is Kill. Voilà, petit coffret. Donc vous avez le manga en 2 tomes, plus le roman qui a inspiré le manga à la base. Alors pareil, All You Need Is Kill, je vous en ai parlé il y a très 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 longtemps sur la chaîne. Je crois que c'est une des toutes premières vidéos que j'avais fait, donc c'est vraiment vieux. Où est-ce que je peux poser ce truc? Poser là-haut. Voilà. Hop, petit manga. Petit manga de science-fiction très sympathique qui avait été notamment adapté en film avec Tom Cruise, qui était Edge of Tomorrow. Au dessin, on retrouve Takeshi Obata, qui est le dessinateur de Death Note. Donc là, pareil, on a une patte, enfin un dessin assez reconnaissable. On reconnaît bien le style un petit peu des personnages de Death Note. Voilà, All You Need Is Kill, toujours de la SF, avec un personnage qui va revivre ad vitam aeternam une journée en fait
ou quelques jours, je sais plus. Je crois que c'est qu'une seule journée, qui se répète indéfiniment, et dans laquelle il meurt à chaque fois, et donc au fil des répétitions, il va essayer de comprendre ce qui se passe, et puis de trouver une solution à son problème. Voilà, donc ça parle d'invasion extraterrestre, de boucles temporelles, ce genre de choses. Petit manga en 2 tomes, sympathique, vraiment, si vous tombez dessus. En 3 tomes, Aiguille démoniaque. Voilà. Aiguille démoniaque, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est un thriller. Ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est assez, de mémoire, c'est sombre, c'est violent. C'est vraiment pour adultes. C'est un manga que je mettrais dans la veine, pas d'un point de vue thématique, mais d'un point de vue d'ambiance, d'un point de vue d'univers, je le mettrais dans la veine de Uchijima, l'usurier de l'ombre. C'est-à-dire, on suit un petit peu les bas-fonds, de la vie urbaine japonaise, avec les yakuza, les intrigues, les sales affaires, de la prostitution, ce genre, voilà, ce genre de choses pas forcément très sympathiques. Mais en tout cas, je garde un bon souvenir de ce manga. À côté, on a le tome 34 de l'Attaque des Titans. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi il a que le tome 34 ? Eh bien, parce que c'est l'éditeur qui me l'a envoyé, voilà, très gentiment et très récemment. Malheureusement, comme j'ai jamais lu l'Attaque des Titans et que donc j'ai que le tome 34, eh bien, je me vois mal, je peux pas lire ça. J'avais commencé à regarder l'animé il y a longtemps. J'avais vu la première saison, je l'avais vue. Et je crois que j'avais commencé à regarder la 2e saison, je suis même pas sûr d'être allé jusqu'au bout, mais c'était il y a plusieurs années, à l'époque où l'Attaque des Titans démarrait et tout le monde en parlait. Voilà. Donc, mais le manga, malheureusement, je le lirai pas, je pense, parce que je peux pas du tout acheter 33 tomes d'une série. Mais voilà, en tout cas, pour la petite histoire, j'ai au moins le tome 34. Baptism, voilà, qui est un manga en 4 tomes de Kazuo Umezu, que vous devez être beaucoup à connaître. Alors c'est le format Bunko, donc vous voyez, il est assez petit. Hop, donc je pense que le dessin de Umezu, il n'y a pas forcément besoin de le présenter, d'en parler. Comme d'habitude, c'est de l'horreur. Voilà. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo Halloween, il me semble. Je peux me tromper, parce que je suis vieux et j'ai la mémoire qui flanche. Mais Baptism est un très très bon manga d'horreur psychologique qui tourne autour de l'histoire de la relation d'une petite fille et de sa mère, avec une mère qui est complètement tarée, hein, disons-le. Voilà, donc il y a une relation très malsaine et destructrice entre une mère et sa fille. Et voilà, je pense pas que j'ai besoin de dire beaucoup de choses sur du Umezu, hein, c'est un des maîtres de l'horreur. Le bateau usine, one shot très intéressant, qui raconte, qui je crois, si je veux pas dire de bêtises, mais qui adapte un roman qui était très engagé politiquement. Je crois que c'était à la fin du 19e siècle, au début du 20e, je ne sais plus, au Japon. Voilà, mais qui met en scène l'exploitation des ouvriers dans l'industrie de la pêche, notamment au Japon à cette époque-là. Donc comme je le disais, c'est très engagé politiquement, hein, ça veut vraiment dénoncer les conditions de travail qui étaient assez hallucinantes, assez exécrables. C'était vraiment à la limite de l'esclavage, presque. Et voilà, le manga met tout ça en scène. Donc c'est un titre que je vous recommande vraiment si vous aimez l'histoire, si vous aimez apprendre des choses sur le Japon, sur la société japonaise. Et c'est un manga qui fait partie de ces titres qui nous montrent un Japon qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez nous, notamment au travers des mangas et des animés, parce que je pense qu'on a quand même très facilement une vision assez angélique du Japon au travers de notre passion.
Et ce genre de titre justement nous ouvre les yeux et un petit peu et nous montre que c'est pas parce que c'est le Japon que tout est rose, tout est beau, tout est joli. Biomega. Biomega, c'est écrit dessus comme le port salut par l'auteur de Blame. Donc un autre manga de Tsutomu Nihei. Là, il faudrait vraiment que je le relise parce que j'ai lu ça il y a des années, des années. Voilà, toujours ce style très identifiable de Nihei, très souvent avec un personnage central très énigmatique, très mutique. Donc voilà, c'est du cyberpunk, c'est de la SF, c'est un dessin très particulier. Voilà, on aime, on n'aime pas. Assez avare en texte comme très souvent chez cet auteur. On a des pages, des pages, des pages, des pages et des pages sans aucun texte quasiment. Mais au moins ça, je trouve qu'il a cet intérêt de nous proposer non seulement une patte graphique très très originale, mais aussi des univers très originaux, très uniques, n'est-ce pas? Voilà. Et Biomega est en 6 tomes. Beep Beep Boy, petit manga en 3 tomes, manga autobiographique chez Amake Manga, que je vous recommande si vous aimez les jeux vidéo et si vous êtes de la génération des années 80, voire un petit peu 90. Vous allez, je pense, beaucoup vous y retrouver. Donc tout simplement, c'est très humoristique et en même temps, comme je le disais, autobiographique. Donc c'est l'auteur qui nous raconte, qui met en scène son enfance et son adolescence, parce que c'est un très très gros gamer. Donc dès l'enfance, il tourne dans les jeux vidéo, dans les salles d'arcade, etc. Et donc il nous raconte de manière très drôle comment tout ça, sa passion dévorante a impacté toute sa jeunesse, sa scolarité, sa relation avec ses parents, etc. Voilà, donc c'est un petit manga rigolo, très très nostalgique des années 80-90, où il y a beaucoup de références aux jeux vidéo. Alors malheureusement, dans l'édition française, moi quand je l'ai lu, j'ai relevé plusieurs erreurs, plusieurs coquilles, étant de cette génération-là et m'étant beaucoup identifié à l'auteur, puisque moi aussi j'ai grandi à cette époque-là et moi aussi je suis tombé dans les jeux vidéo assez jeune. Il y a plusieurs erreurs qui se sont glissées au niveau des noms des jeux vidéo, des erreurs d'orthographe, etc. Donc je pense que voilà, ça peut se remarquer si vous avez cette culture-là, sinon ça ne se remarquera pas. Petit bémol sur le tome, je sais plus, je crois que c'était le tome 3. Ah oui, attendez, que je le retrouve, voilà. J'ai eu mon tome 3, comme vous le voyez, le découpage de la page n'a pas été fait correctement. Donc j'ai un bout de page qui ressort du livre, voilà. Donc j'avais interpellé l'éditeur à propos de ça sur Twitter et je n'ai jamais eu de réponse. Voilà, c'est toujours sympa. On continue et puis on descend donc là. Ici on a Blame de Tsutomu Nihei. Bon, je vais pas m'attarder parce que j'ai fait une très longue vidéo là-dessus, puis je pense que c'est peut-être le manga le plus connu de l'auteur. Donc voilà, cyberpunk, etc. On a le premier tome de Blue Period, dont je vous ai également parlé sur la chaîne. Donc manga qui fait quand même pas mal parler de lui, donc sur la peinture, sur la découverte par un lycéen du monde de la peinture, des arts plastiques en général. Donc pour l'instant j'ai que le premier tome, à moins que j'ai peut-être un autre tome qui traîne dans la palle, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, de ce que j'en ai lu, c'est plutôt sympa. Si vous aimez la thématique des arts plastiques, du dessin, de la peinture, de la sculpture et de la relation qu'on peut avoir justement à tous ces arts-là, ça peut vous intéresser. Bonne nuit Poun Poun, peut-être le manga le plus connu de Inyo Asano. Alors que paradoxalement pour moi c'est pas celui qui m'a le plus parlé. Donc Inyo, Bonne nuit Poun Poun, ça fait partie de ces mangas qu'il faudrait que je relise un jour. Parce que moi quand j'ai acheté les tomes, il était encore en cours de parution. Donc il y avait plusieurs mois d'attente entre chaque tome. Et c'est un manga qui est très très dense,
qui est très dense au niveau de ses idées et aussi de sa chronologie. La chronologie s'écoule sur plusieurs dizaines d'années, puisqu'on commence le manga avec le personnage principal qui est un tout petit enfant et ça finit quand il est jeune adulte. Donc c'est pas le genre de manga qu'on peut lire dans les transports en commun, etc. Faut vraiment lire ça déjà quand on a tous les tomes devant soi et vraiment au calme pour pouvoir se plonger dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faudra que je le relise un jour parce que j'ai pas pu le lire dans ces conditions-là et du coup je pense que ça a joué sur mon appréciation qui est pas forcément des meilleures. Et puis aussi, c'est à partir de ce manga-là que Asano a fait des choix radicaux dans sa patte graphique et il a commencé à vraiment adopter un trait beaucoup plus caricatural pour ses personnages, ce qui moi ne m'a jamais plu, ne m'a jamais convaincu, parce que moi ce que j'appréciais chez Asano, c'était vraiment... Alors oui, je sais, y en a qui disent il faut pas dire Asano, il faut dire Asano, blablabla, mais bon. Vous me pardonnerez ou pas. Moi, ce que j'appréciais chez Asano, c'était vraiment ce ton très très réaliste qui se reflétait aussi dans son dessin. Et du coup, à partir du moment où il est adapté quelque chose de plus caricatural, ça m'a un petit peu refroidi sur le bonhomme, sur le monsieur. Voilà. Et c'est l'intégrale, hein, les 13 tomes. Puis, il y a Un coin de ciel bleu, manga dont je vous avais parlé dans une vidéo 13 mangas à lire pendant l'été ou sur la plage, je sais plus. Petit manga sans prétention, intégralement en couleur. Voilà, donc ça change. Et à faire la mise au point, Jackie. Voilà. Petit en couleur intégrale, ce qui est suffisamment rare pour le relever. Donc c'est le genre de manga que je vous conseille quand vous avez vraiment pas le moral, en plein hiver par exemple, pourquoi pas. Puisqu'évidemment, comme vous vous en doutez, le thème principal c'est l'été, c'est la plage, il fait beau, il fait chaud, on va se balader, on va découvrir la nature, etc. Et voilà, donc c'est très innocent, c'est très mignon, et on suit tout simplement ces trois copines qui vont passer leur été à se balader, à découvrir un petit peu leur quartier, à aller à la plage, à aller dans des temples, dans la montagne, dans la forêt, etc. Alors, c'est en 3 tomes, et voilà, ça peut être lu vraiment par tout le monde, hein, aussi bien par les enfants que par les adultes. Donc, ouais, pourquoi pas, ça change. L'intégrale de Contamination. Hop là. Alors, manga d'actualité, s'il en est. Manga médical qui nous raconte en fait, qui met en scène un scénario catastrophe, mais comme on le sait aujourd'hui, qui peut arriver, avec les masques partout. Voilà. Donc d'une épidémie, je sais plus, bactériologique, quelque chose comme ça, dans une ville au Japon. Je crois que ça parle de peste, mais j'en suis plus convaincu. Donc c'est vraiment un manga que je vous conseille à lire aujourd'hui parce que ça nous parle vraiment et on voit à quel point la société et les hôpitaux, l'armée, etc. peuvent très très vite être dépassés par quelque chose on sait que ça peut arriver mais on n'y croit tellement pas que quand ça arrive, on est complètement à la ramasse. Voilà, donc c'est manga médical. Ici on a La Dame de la Chambre Close, un one-shot de Minetaro Mochizuki, donc l'auteur entre autres de Dragon Head, ou Dragon Heads, je ne sais plus si c'est au pluriel ou au singulier, c'est pas grave. Petit manga d'horreur, typiquement japonais, j'ai envie de dire, avec ce mythe urbain de la femme aux cheveux longs, noirs, qui vient vous rendre visite la nuit, qui vient frapper à votre porte et il ne faut pas ouvrir la porte. Voilà. Donc voilà, petit manga d'horreur que j'avais trouvé très, très efficace, d'horreur, frisson, avec ce dessin que moi j'apprécie de Minetaro Mochizuki. Je suis toujours friand de son style. Donc je vous le recommande et c'est en plus un seul bouquin. Puis on a ici, si j'arrive à le sortir, le premier tome de Death Co. Voilà.
d'Atsushi Kaneko, avec un dessin très particulier et dont je ne me rappelle quasiment rien. Je n'ai que le premier tome. Alors, le dessin est très intéressant, mais sincèrement, j'ai que le premier tome et je l'ai lu il y a vraiment longtemps. Et ça n'a pas dû me marquer plus que ça. Il y a beaucoup de jeux sur les ombres. Intéressant. Mais je sais que c'est un auteur et notamment un manga qui a bonne réputation. Donc peut-être qu'un jour, faut tout simplement que je m'y penche davantage. Demain, les oiseaux de Osamu Tezuka. Alors c'est issu, je l'avais acheté d'occasion, donc c'est issu, comme on peut le voir, d'une médiathèque ou d'une bibliothèque. Il y a encore les codes. Je crois que je vous l'ai présenté en vidéo, j'en suis sûr, maintenant que je le dis. Manga très intéressant de Tezuka qui adapte un roman, je crois que c'était un roman américain qui, je crois, s'appelait Demain les chiens, et qui, globalement, reprend plus ou moins l'idée de la planète des singes, c'est-à-dire les oiseaux qui deviendraient intelligents et qui supplanteraient les êtres humains et qui commenceraient à créer leur propre civilisation. Voilà, donc dit comme ça peut paraître très bizarre, surréaliste, et on n'y croit pas du tout. Mais en même temps, c'est du Osamu Tezuka, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc moi, j'en garde un bon souvenir. Après, voilà, c'est du Tezuka, donc il faut quand même... faut vraiment, je dirais, ouvrir son imagination, parce que ça part quand même ça va très loin dans cette idée. En fait, il va jusqu'au bout de l'idée, avec des oiseaux qui carrément, au fil des siècles, adoptent une morphologie bipède, humanoïde, etc. Donc voilà, donc c'est open bar au niveau de l'imagination, mais une dystopie très originale en tout cas. L'intégrale de Democracia de Motoro Mase, c'est vraiment un manga, donc un jour il faudra que je vous en parle en détail. Très bonne dystopie selon moi, avec ce dessin que j'apprécie particulièrement de cet auteur. C'est l'auteur entre autres d'Ikigami, Préavis de mort, qui à mon avis vous parlera. Mais je suis très friand de son style visuel. Et Democracia, comme je le disais, c'est une dystopie qui met en scène l'idée justement de démocratie, de vote, l'idée d'intelligence artificielle, c'est-à-dire notamment si on donne le libre arbitre à une intelligence artificielle ou à un robot, que va-t-il se passer? Si on base toutes les actions de ce robot ou de cet androïde sur des décisions démocratiques d'un certain groupe d'humains, que va-t-il se passer? Donc je trouve que c'est un manga très intelligent qui soulève vraiment beaucoup de questions qui sont d'autant plus pertinentes et intéressantes aujourd'hui, alors que nous-mêmes, on n'est plus très loin finalement de cette intelligence artificielle. Voilà, manga en 5 tomes. Le premier tome de Denjin N, dont je vous ai parlé très récemment sur la chaîne, donc je ne vais pas y revenir sans 7 ans. Premier tome très prometteur qui moi m'a fait beaucoup penser à Death Note, mais avec un ton plus sérieux, plus sombre. Donc c'est une série à surveiller, je pense. Ensuite, on a un petit bijou qui est l'intégrale de Dr Slump, donc en 18 tomes si ma mémoire est bonne, ouais c'est ça. Un Dr Slump, j'ai presque envie de dire, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Et en même temps, paradoxalement, Dr Slump, malgré le fait que ce soit Akira Toriyama aux manettes, c'est assez intéressant de constater, je pense, que c'est un manga qui avait presque disparu, dans le sens où on n'en entend quasiment jamais parler,
enfin notamment sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement rare que je vois une référence ou une image de Dr Slump passer. Et je trouve ça assez... d'un côté, je peux comprendre, parce que c'est un manga qui date, hein, je sais pas si je la date vite fait, c'est début des années 80, j'imagine. Ah bah oui, pile 1980, donc ce manga est aussi vieux que moi. Donc c'est un manga qui a 41 ans. Mais en même temps, c'est assez rigolo en fait de constater que Dragon Ball, qui finalement ne l'a suivi que de quelques années, est toujours aussi populaire aujourd'hui, alors que celui-là, il est vraiment tombé dans l'oubli. Alors que je trouve que Dr Slump est un manga plus riche, je dirais, plus intéressant. Alors forcément, c'est pas du tout le même style, hein, puisque, comme beaucoup d'entre vous le savent, Dr Slump est un manga d'humour, loufoque. Il y a pas du tout, c'est pas du tout le même type de manga que Dragon Ball. Même si au début de Dragon Ball, on retrouvait quand même beaucoup d'éléments similaires à Dr Slump. Mais je trouve ça un peu dommage en fait que Dr Slump soit tombé dans l'oubli et qu'aujourd'hui ce soit Dragon Ball matin, midi et soir. Alors que je trouve qu'au niveau de l'inventivité, au niveau de la créativité, au niveau des idées, Dr Slump est quand même très riche. Ça foisonne de références culturelles aux comics américains, au cinéma, aux séries télé. Il y a une mise en abîme de l'auteur en permanence qui apparaît lui-même dans le manga. Il fait apparaître aussi, il se sert de son éditeur, il a créé un personnage qui adapte, en fait, qui se moque de son propre éditeur. Donc il y a vraiment cette mise en abîme, cette destruction du quatrième mur avec les personnages qui parlent directement au lecteur, l'auteur qui parle directement au lecteur. En fait, tous ces éléments-là, qui sont complètement absents de Dragon Ball. Et du coup, c'est tout ça qui me fait dire que c'est Dr Slump, je trouve, c'est un manga à la limite plus intéressant que Dragon Ball. Et puis pourquoi pas finalement. Donc voilà, je l'ai lu plusieurs fois, c'est un de mes tout premiers mangas. Et peut-être qu'un jour il faudra que j'en parle sur la chaîne, qui sait. À la suite de Dr Slump, ici, là, en bas, ça commence avec l'intégrale de Dragon Ball, donc 42 tomes. Donc je ne vais pas vous présenter Dragon Ball. Et en fait, Dragon Ball est tellement long qu'il prend une étagère complète. Donc je vais descendre, donc il manquera l'étagère où il y a Dragon Ball, vous ne la verrez pas, tout simplement parce que ça ne sert pas à grand chose de vous la montrer, je pense. Voilà, donc j'ai essayé de m'asseoir sur une caisse, ça fera peut-être des bruits bizarres, mais je vous garantis que c'est pas moi. Voilà, donc comme je le disais, l'étage que vous ne voyez pas juste au-dessus, c'est l'intégrale de Dragon Ball. Et on continue, bien sûr il est parti tout au fond, avec, si j'arrive, voilà, Dragon Head de Minetaro Mochizuki, très bon manga de post-apocalyptique, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent bien, que je vous recommande très chaudement. Je pense que c'est le manga qui a vraiment fait connaître cet auteur, où on suit un groupe de survivants suite à une catastrophe très mystérieuse qui frappe le Japon. Et notamment, on suit deux ados, un garçon et une fille, qui survivent à un éboulement dans un tunnel. Ils étaient dans un train et au moment où le train passe, le tunnel s'effondre. Donc tout le monde meurt dans le train sauf eux. Et puis ça c'est au tout début. Et puis on va suivre sur une dizaine de tomes leur périple. Comment ils vont faire pour survivre. Et puis qu'est-ce qui a provoqué ce cataclysme, etc. Je n'arrive pas à le mettre. Mais par tous les shakos de la Terre. Bon, on va dire que je le remettrai plus tard, voilà. Ici, on a le premier tome de Drifting Dragon, là, qui est une épreuve non corrigée parce que c'était un exemplaire que j'avais reçu de la part de l'éditeur. Donc je vous l'ai présenté sur la chaîne. Et c'était sympa de ce que j'avais lu. J'ai 2 ou 3 tomes, je crois, qui traînent dans ma pile à lire. Donc ils sont pas encore là, du coup. Avec ce dessin qui, moi, m'a fait un petit peu penser à Nausicaa de la Vallée du Vent. Un petit peu, hein. Je dis pas que c'est du copier-coller, pas du tout.
Mais il y avait un petit peu cet esprit-là, j'avais trouvé au niveau des décors, notamment des panoramas, de la nature, des bestioles, etc. Voilà. Dod's Hunt, one shot de Tetsuya Tsutsui, qui raconte l'histoire d'un... C'est une dystopie également. Et dans le monde qui nous est dépeint, il y a un jeu en fait, un jeu de survie en fait entre différents personnages, entre différents intervenants. Et si vous échouez à ce jeu, eh bien c'est la mort assurée. Donc c'est une petite lecture comme ça, voilà, qui mange pas de pain, on va dire. Je regarde pas un souvenir impérissable, mais voilà, petit manga sans prétention, qui fait pas de mal à une mouche, on va dire. Pourquoi pas. L'école emportée en 6 tomes, en 6 volumes. Très 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 bon manga de fantastique, un petit peu horreur. De Kazuo Umezu, bien sûr. Hein. Je vous l'avais déjà présenté pareil. Donc un cataclysme pareil qui va propulser une école entière et tous ses écoliers, tous ses profs, tout son personnel dans un monde qui n'est plus le nôtre. Et puis tous ces écoliers vont être plus ou moins livrés à eux-mêmes avec cette fameuse planche. Tous ces écoliers vont être livrés à eux-mêmes dans ce monde apocalyptique. Donc ils vont essayer de survivre tout en essayant de éventuellement comprendre ce qui se passe. Voilà, donc c'est de l'horreur principalement psychologique. On voit beaucoup la relation entre les enfants et les profs, notamment avec les profs qui perdent complètement les pédales face à cette situation. Donc c'est un classique de l'horreur, du fantastique que je vous recommande très chaudement. Eden, It's an Endless World. Donc manga cyberpunk très très célèbre de Hiroki Endo, qui a longtemps été indisponible, très très dur à trouver. Moi à l'époque je l'avais trouvé d'occasion en entier et à un prix raisonnable, j'avais eu beaucoup de chance. Mais à l'heure actuelle il est réédité. Ça aussi c'est un titre qu'il faut vraiment que je relise un jour. Parce que pareil c'est un titre très long, puisqu'il y a 18 tomes, qui est très très dense. Un dessin quand même très impressionnant, qui a une patte Otomo-esque je trouve. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait partie de ces titres qui ont une excellente réputation. Mais pareil, je l'ai lu une seule fois il y a longtemps. Et donc c'est, comme je le disais, c'est dense, c'est long. C'est le genre de titre qu'il faut lire au moins 2 fois, je pense, pour vraiment se faire une opinion sérieuse. Donc là, ici, c'est toujours Eden. On passe à Eternal Sabbath, manga de Fuyumi Soryo, que je vous ai présenté sur la chaîne il y a longtemps. Donc c'est un manga que je vous conseille si Jackie voulait bien faire la mise au point. Voilà. Manga que je vous conseille, et allez revoir la vidéo si vous voulez plus d'infos. Manga de fantastique, on va dire, qui parle de pouvoirs psychiques, de pouvoirs mentaux, c'est du paranormal. C'est un dessin très très agréable, je trouve, d'une grande finesse, d'une grande propreté. Et oui, c'est pas possible qu'il ne veuille pas faire la mise au point, je suis désolé. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Allez, Jackie. Voilà, manga très très sympathique, en 8 tomes, voilà. Et je pense, vu qu'il est vieux, je ne suis pas allé vérifier, mais je pense qu'il doit être facilement trouvable d'occasion, et pour pas cher. À voir. Peut-être qu'au contraire, il est trop vieux, et que du coup, vous n'arriverez plus à le trouver. Mais je vous le conseille vraiment. La femme défigurée, en 2 tomes. Manga vraiment sorti de derrière les fagots. Tout comme mon expression. Un vieux manga d'horreur. Pareil, qui joue beaucoup sur des thématiques assez récurrentes dans l'horreur japonais. C'est de l'horreur urbain.
on retrouve une fois de plus cette idée de la femme, femme aux cheveux longs, qui vous suit dans la rue, voilà, quelque chose de très typique. C'est qu'en 2 tomes, c'est vraiment si vous voulez avoir un vieux truc, 95, donc ça date pas d'hier. Si vous aimez je pense que si vous aimez Kazuo Umezu, vous apprécierez ce manga. C'est en 2 tomes. La fin du monde avant le lever du jour. Et d'ailleurs, il faut que je nettoie la couverture. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais il y a quelque chose qui a collé. Il y avait un autocollant ou je sais pas quoi là. Ça doit être dans mes cartons quand j'ai déménagé. Ça a dû toucher un bout de scotch et ça a laissé une trace. Mais bon, a priori, ça peut se nettoyer. Bref, vous me direz, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Bon, c'est du Inyo Asano, de la vieille école entre guillemets, enfin moyen. Moi, j'apprécie toujours son dessin. On va voir l'année, c'est 2008. Ah ouais, j'aurais dit plus vieux. Bon, c'était pas si vieux que ça finalement. Donc, oui, c'est du Inyo Asano. Je crois que c'est des histoires courtes de mémoire. J'ai lu ça il y a très longtemps. Ouais, c'est ça. Voilà, comme vous le voyez peut-être dans le sommaire, donc ce sont des histoires courtes. Donc c'est de la tranche de vie sociale, déprimante sociale, comme très souvent chez Asano. C'est en un seul tome. La fillette au drapeau blanc, qui adapte une histoire vraie, d'après la vie de Tomiko Iga, et qui se passe pendant la guerre du Pacifique. Hop, là, c'est mieux comme ça. Avec cette fameuse photo que vous connaissez peut-être, de cette petite fille qui a survécu en fait de manière assez incroyable au massacre de son village, de sa famille, etc. pendant la guerre du Pacifique. Donc elle a perdu sa famille, son père, etc. Et donc c'est une histoire vraie, voilà, racontée en manga. Donc c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains parce que c'est dur, d'autant plus quand on sait que c'est une histoire vraie. Mais si vous vous intéressez à la guerre du Pacifique et à l'histoire en général, ça peut vous parler. C'est suivi de Freesia en 12 volumes. Manga, je crois que je vous avais présenté ça sur la chaîne. Et c'est un manga pas à mettre entre toutes les mains non plus, mais pas pour les mêmes raisons, je bégaye. C'est du thriller psychologique à tonalité, à petite tonalité, petite touche fantastique. C'est un manga qui, moi, me fait penser à des bouquins de Philip K. Dick notamment, puisqu'on a un personnage qui, plus ou moins, perd les pédales en fait, qui perce le sens de la réalité, de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. Il n'arrive plus à faire la différence entre ses rêves, la vraie vie. Et nous, en tant que lecteurs, en fait, pendant longtemps, on est plus ou moins perdu là-dedans parce qu'on ne sait pas, comme on voit tout du point de vue du personnage, et bien forcément, on ne sait pas trop à qui se fier en fait. Donc c'est un pari assez osé, mais que je trouve efficace. Donc c'est un manga que moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà, attention, c'est violent, c'est sombre. Encore une fois, c'est vraiment pour un public adulte. Mais si vous aimez les thrillers, et si vous n'êtes pas rebuté par une certaine dose de violence visuelle et psychologique, eh bien, n'hésitez pas. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a ici? Non, vous ne voyez pas. Donc je vais descendre la caméra. Donc voici pour la suite et fin de cette première étagère, avec l'intégrale en 10 tomes de Front Mission Dog Life and Dog Style. Encore une fois, c'est un manga dont je vous avais parlé il y a très longtemps sur la chaîne. Je vous en avais parlé en vidéo. Et c'est un manga qui a pour thématique la guerre. Une guerre futuriste. Guerre futuriste avec des robots, des mechas, etc.
Mais justement, ce qui était intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout ce qui est robots, guerre, etc., tout ça, en fait, c'est plus ou moins comment dire, c'est vraiment la toile de fond, c'est pas le centre, en fait, de l'histoire. Ça va pas, on n'est pas là pour voir des robots se bastonner, en fait. Là, le manga, il nous parle vraiment des conséquences, en fait, de la guerre, surtout du point de vue psychologique, donc sur les gens, sur les humains. Donc c'est un manga vraiment à tonalité adulte et c'est pas du tout... voilà, on n'est pas là pour baver sur des robots, quoi. Donc c'est violent, surtout sur le plan psychologique, et ça parle vraiment de la destruction voilà, des valeurs humaines, de la psyché humaine dans le cadre d'un conflit guerrier entre deux nations. Donc c'est un manga que je vous recommande vraiment si vous voulez un manga de guerre, comme dirait le roi Burgonde. Glaucos en 4 tomes, qui est un manga sur la plongée, enfin, dit vite fait, dit comme ça. Attendez, hop. Qui est un manga sur la plongée, qui est très inspiré du Grand Bleu, notamment. Enfin, je ne sais pas s'il est vraiment inspiré, mais en tout cas, moi j'y ai beaucoup pensé à la lecture. Et donc, on suit ce jeune homme qui va être, comment dire, qui a vraiment un don en fait inné pour la plongée en apnée. Donc, il est capable de rester sous l'eau très très longtemps, aux limites de ce qui est possible. Et donc, il va être pris sous l'aile d'un ancien champion, je crois, qui va l'entraîner. Voilà. Mais c'est donc c'est à forte tonalité psychologique. Donc c'est pas du tout dans un sens sportif. Oui, on va se dépasser, on va être les champions, on va être les meilleurs. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout Olivier Tom, quoi. Là, c'est vraiment ça pose beaucoup de questions sur jusqu'où peut-on aller en fait pour une passion, notamment quand il est question de mettre sa propre vie en danger dans le cadre de la plongée en apnée, quoi. Donc Glaucos en 4 tomes, suivi de Gun. Bon Gun, je pense que je vais pas m'attarder là-dessus. Certainement un des meilleurs mangas cyberpunk de tous les temps. Vraiment un incontournable absolu pour les amateurs de cyberpunk et de SF tout court. Voilà. Là évidemment il s'agit du manga d'origine, donc je parle pas de Gun Last Order, que à mon humble avis vous pouvez vraiment oublier. À moins de tomber dessus vraiment à un prix dérisoire, je vous déconseille vivement d'investir votre argent dans Gun Last Order, ça vaut vraiment pas le coup. Par contre Gun, le premier du nom, oui et oui, quoi. On a un Gun Other Stories, qui est un one-shot et qui est intéressant parce qu'il met en scène des personnages secondaires en fait. On voit plus ou moins ce que certains personnages secondaires sont devenus à l'issue de la fin de la première série Gun. Voilà. Et en plus, c'est un one-shot, donc ça ne vous coûtera pas grand-chose, donc c'est toujours sympa. Suivi de Heads, très très bon thriller psychologique en 4 tomes. C'est dessiné par Motoro Mase. Alors, il n'est pas au scénario, il est au dessin, si ma mémoire est bonne. Comme vous le voyez, on retrouve cette patte typique de ce monsieur. Très très bon thriller, un des meilleurs que j'ai lu, à mon humble avis. Après, c'est pas forcément, comment dire, on tombe pas forcément de son fauteuil ou de son siège ou de son sofa quand on le lit, parce qu'on voit un petit peu venir certaines ficelles, mais je l'avais trouvé malgré tout efficace. Voilà. Un bon thriller en 4 tomes. Un one-shot, Hôtel de Boichi, auteur que vous connaissez bien, j'imagine. Donc c'est un c'est un recueil de nouvelles en fait, de science-fiction. Donc on retrouve son style visuel immédiatement reconnaissable, avec ses visages notamment. Boichi en fait, je sais pas trop quoi en penser de cet auteur. J'ai lu plusieurs de ses livres, pardon.
Et on va dire qu'il y a du bon et du moins bon. Quelque part, je reconnais son talent de dessinateur et sa patte qu'il a réussi à rendre vraiment unique et très reconnaissable, ce qui est toujours bienvenu. Par contre, il a une tendance quand même à donner un certain côté un petit peu caricatural justement à ses personnages, notamment au niveau des bouches, comme on peut le voir ici. Si vous focalisez votre attention sur la bouche de la fille, des bouches souvent très très pulpeuses, enfin voilà, des proportions un peu étranges, on va dire. Puis il a un côté un peu ecchi par moment qui, moi, me laisse complètement de marbre. Donc voilà, Hôtel, vu que c'est qu'un seul tome et que ce sont des nouvelles, à la limite, pourquoi pas. C'est de la science-fiction, et pourquoi pas pour vous faire découvrir cet auteur sans vous ruiner, quoi. Et puis tout en bas, on a l'intégrale en 22 tomes de I Am a Hero, manga relativement connu. Pareil, je vous en avais parlé en vidéo. Alors, vous devez, je pense, quand même savoir un petit peu. C'est un manga de zombies, on va dire, même si c'est pas exactement ça, mais enfin, on est quand même très très proche, avec une épidémie, une épidémie mystérieuse qui transforme les victimes en zombies à Tokyo. Et on va donc suivre ce personnage principal qui est un petit peu l'anti-héros par excellence, dans le sens où c'est pas du tout il n'est pas courageux, il n'est pas musclé, il sait pas se battre, etc. Et tout le côté un peu le running gag un petit peu du manga, c'est que justement on a ce personnage improbable qui réussit à survivre alors qu'il devrait être un des premiers à mourir, quoi. Donc c'est un manga intéressant qui a pas mal de qualités, notamment au niveau du dessin. Malheureusement pour moi, je trouve que c'est un manga qui s'est un peu perdu dans la longueur, avec beaucoup de personnages secondaires, voire tertiaires, qui étaient, à mon humble avis, pas du tout intéressants. Et au lieu de rester sur la trame principale et d'avoir un manga beaucoup plus court que 22 tomes, et de rester vraiment focalisé sur la trame principale, à maintes reprises, en fait, l'auteur fait des écarts. Mais malgré tout, ça reste un manga, je pense, qui est quand même dans le haut du panier en ce qui concerne la thématique des zombies, quoi. Le tome 1 de Heidi Invaded, #BreakBroken, dont je viens juste de vous parler sur la chaîne. Il n'y aura pas d'autres tomes, vu que moi j'ai pas du tout accroché. Le gros problème, c'est que c'est un manga, je pense, qui s'adresse vraiment aux gens qui ont vu l'animé avant, parce qu'il y a en fait, le manga, si j'ai plus ou moins compris, c'est une suite à cet animé. Le gros problème, c'est que rien n'est expliqué dans ce manga, en fait, ce que je trouve un petit peu fort de Roquefort. Donc du coup, si t'as pas vu l'animé, démerde-toi pour comprendre. Mais c'est dommage, c'est dommage. Et ensuite, on finit cette première bibliothèque avec Ikigami, Préavis de mort, très 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 bon manga dystopique, thriller dystopique, toujours avec Motoro Ase aux manettes, et qui donc met en scène un pays où la population se fait injecter quelque chose pendant l'enfance, et en fait, je crois que c'est une personne sur 1000. En fait, dans cette injection, il y a un élément qui vous tuera lorsque vous aurez entre 18 et 25 ans, quelque chose comme ça. Et donc on suit ce personnage principal qui est un agent du gouvernement et qui est chargé d'aller annoncer en fait aux personnes qui vont mourir, quelques jours avant qu'elles ne meurent. Il vient les voir et il leur explique que voilà, vous allez mourir dans 24 heures, dans 48 heures, etc. Et ils ne peuvent absolument rien faire pour l'en empêcher. Et donc on voit, ce sont des histoires comme ça, épisodiques, et on voit à chaque fois comment ces personnes réagissent, comment ça les impacte, etc. Donc un très très bon manga dystopique que je vous recommande. Voilà, donc on a fait le tour intégral de cette première partie. Je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est déjà très très longue. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite de la Mangatech. Bye bye tout le monde.